Bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Finance. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau dont tout le monde parle, le Bitcoin. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Au-delà de l'investissement qui fait le yo-yo, c'est quoi cette révolution annoncée? C'est vrai qu'on entend tout et son contraire. C'est une bonne question. Notre objectif, comprendre en quelques minutes pourquoi il est né, comment ça marche, sans entrer dans des détails trop techniques, et à quoi ça peut bien servir. C'est parti. Alors, pour commencer, il faut peut-être rappeler ce qu'il y avait avant Bitcoin. On utilise des euros, des dollars. Les monnaies fiat, comme on dit. Exactement. Leur valeur, elle repose sur quoi? Essentiellement sur la confiance qu'on a dans les États, dans les banques centrales. Oui, depuis qu'on a abandonné les talons or en 71, c'est ça. C'est ça. Et le truc, c'est que les États, ils peuvent créer de la monnaie. Ce qui peut amener de l'inflation, donc une perte de valeur potentielle pour l'épargne. C'est un point clé, hein. Et puis, pour chaque paiement en ligne, il faut une banque, un intermédiaire, un tiers de confiance. Ben oui, nos euros, ils fonctionnent bien au quotidien, on a l'impression. Pourquoi on aurait besoin d'autre chose? C'est un manque de confiance dans le système, au fond. C'est une partie de la réponse, oui. Bitcoin, proposé en 2008 par le mystérieux Satoshi Nakamoto. Personne ne sait qui c'est d'ailleurs. Toujours pas, non. Bitcoin est présenté comme une réponse à ça. La centralisation, le contrôle par les banques, les États et ce risque d'inflation. L'idée, c'était une monnaie numérique, décentralisée, sans contrôle central. D'accord, décentralisé. Mais alors comment ça fonctionne, concrètement, sans banque centrale? C'est là qu'intervient la fameuse blockchain. Il faut imaginer ça comme un immense livre de comptes numérique. Un livre de compte? Oui, mais public et partagé par des milliers d'ordinateurs partout dans le monde. Chaque transaction, genre A envoie un bitcoin à B, elle est inscrite dedans. Ok, une sorte de grand registre partagé. C'est ça. On utilise souvent l'analogie du livre où chaque page, on appelle ça un bloc, contient une liste de transactions qui ont été vérifiées. Une fois qu'une page est écrite et validée par le réseau, on ne peut plus la changer. Et on passe à la page suivante qui se lie à la précédente. Ça forme une chaîne de blocs. La blockchain. Ah d'accord, une chaîne. Et c'est sécurisé ce truc? Qui écrit dans ce livre si personne ne contrôle? Comment être sûr que c'est vrai? Bonne question. Ce ne sont pas des employés de banque, mais ce qu'on appelle des mineurs. Des mineurs? Comme dans les mines. Ah. Un peu, mais pour des données. Ce sont des ordinateurs, souvent très puissants, qui font un travail. Ils vérifient les transactions en attente, les regroupent dans un nouveau bloc. D'accord. Et ils doivent résoudre un problème mathématique complexe pour avoir le droit d'ajouter ce bloc à la chaîne. C'est la preuve de travail, le proof of work. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Ça consomme beaucoup d'énergie, non? Énormément. C'est une des critiques d'ailleurs. Mais c'est ce travail qui sécurise le réseau. Et en récompense de cet effort, les mineurs reçoivent des nouveaux bitcoins créés pour l'occasion et aussi les frais des transactions qu'ils ont validées. D'accord, donc c'est un système qui s'autorégule et se sécurise par le travail des mineurs qui sont incités financièrement. Malin. Voilà. Et ça nous amène aux caractéristiques clés. La première, c'est la rareté. C'est inscrit dans le code de Bitcoin. Il n'y aura jamais plus de 21 millions d'unités. Jamais. Ah oui, le fameux plafond des 21 millions, contrairement à nos euros qu'on peut imprimer. Exactement. Impossible d'en créer plus. Ça, pour certains, ça en fait une sorte de monnaie dure, un peu comme l'or, qui est rare naturellement. Et l'autre point, c'est cette décentralisation dont on parlait. Oui. Personne ne contrôle Bitcoin. Ni une banque, ni un État. Le réseau appartient à ceux qui l'utilisent. C'est très difficile à censurer ou à confisquer si on prend soin de ses clés privées. Les clés privées, c'est un peu comme le code secret de son coffre-fort numérique, c'est ça? C'est tout à fait ça. Donc, pour ces défenseurs, l'utilité, c'est ça. Transférer de la valeur directement, partout dans le monde, sans passer par une banque. Et peut-être, pour certains, une réserve de valeur, cet or numérique, pour se protéger de l'inflation. Donc c'est une sorte d'or numérique, rare, décentralisé, intéressant. Mais est-ce que ça peut vraiment remplacer nos monnaies au quotidien? On entend surtout dire que c'est hyper spéculatif, que ça monte, ça descend, que c'est un peu du vent, quoi. C'est tout le débat. La comparaison avec l'or tient la route pour la rareté. Mais pour l'utiliser comme monnaie de tous les jours... Oui, la volatilité est un problème, oui. La valeur change tout le temps et parfois très fort. Oui, ça dépend de l'offre et de la demande, des émotions du marché. C'est très humain, finalement. Et l'idée de valeur, que ce soit pour Bitcoin, l'or ou même l'euro, ça repose toujours, au fond, sur la confiance et l'utilité que la communauté lui accorde. Donc,
Du vent? C'est une critique facile, mais la confiance, c'est un peu la base de toute monnaie, non? Pas faux. C'est la confiance collective qui fait la valeur. Bon, pour résumer rapidement, Bitcoin est né d'une volonté d'avoir une monnaie indépendante des banques et des États face aux limites perçues des monnaies fiat, comme l'inflation. Il fonctionne sur la blockchain, un registre public, distribué, sécurisé par le travail des mineurs. Et ses points forts, c'est sa rareté programmée, 21 millions maximum, et sa décentralisation, ce qui le positionne pour certains comme cet or numérique potentiel et comme un moyen d'échange sans intermédiaire. Mais avec ce débat constant sur sa volatilité et son usage réel comme monnaie. Exactement. Et au-delà de l'investissement pur, l'existence même de Bitcoin pose une question assez fondamentale, je trouve. Quelle valeur on accorde à une monnaie qui échappe potentiellement au contrôle des institutions classiques? C'est une piste de réflexion intéressante sur l'avenir de la finance, c'est sûr. Voilà qui conclut notre exploration rapide du Bitcoin. Pour continuer à décrypter la finance simplement, pensez à vous abonner à Esprit Finance et à suivre Radio Finance pour d'autres sujets. À bientôt.